Voilà, donc je vous propose qu'on commence du coup ce deuxième webinaire d'Iviatic. Donc Iviatic, c'est le programme du pôle de compétitivité e-trans qui est consacré à l'accompagnement des démarches et des projets d'innovation dans le domaine des mobilités. Alors notre sujet du jour, un vaste sujet, le vélo. On a vu qu'il y avait un engouement massif depuis quelques années, encore plus suite à la pandémie, hein, avec le développement d'infrastructures cyclables. Alors au début temporaire, pas mal qui ont été pérennisés. Le boom d'achat des vélos avec voilà, parfois des problématiques de rupture de stock, de pénurie de vélos et des délais parfois longs aux commandes. Et une ambition affichée au niveau de l'État assez forte dans le plan vélo qui a été lancé en 2018, hein, qui vise à tripler la part modale du vélo dans les déplacements quotidiens, donc est de passer de 3 à 9%. Donc l'objet du jour, voilà, c'est de pouvoir voir un peu aborder le système vélo au travers du prisme de trois types d'acteurs différents, de voir comment, voilà, comment on le structure, comment on le fédère, ce système vélo, afin de diffuser les bonnes pratiques, et une approche territoriale avec Thierry Aristen, chargé de mission aménagement du territoire à la communauté de communes de l'Aire cantilienne, donc qui viendra parler de, voilà, de la politique cyclable, des coopérations, des services associés, et voilà, et de tout ce qui gravite du coup autour de ce système vélo. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Thierry Aristen, donc en charge de l'aménagement du territoire, des mobilités et puis de la transition écologique, donc à la communauté de communes de l'Aire cantilienne. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la politique cyclable, hein, que mène la communauté de communes. Dans un premier temps, je vais juste vous présenter la communauté de communes, hein, vous la situer. Alors, excusez-moi, ça, la molette pas super bien réglée. Voilà, voilà. Dans un premier, voilà, par rapport pour situer le territoire, donc on est, donc c'est une communauté de communes qui est composée de 11 communes membres. Ça représente à peu près 44 500 habitants. Voilà, qui est situé essentiellement donc dans le sud de l'Oise, en limite de la région parisienne. Donc on est vraiment situé à voilà, 35 km de Paris et à 15 km, quoi, en tout cas pour les communes les plus proches de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, à peu près 15 km. Donc on est vraiment quand même assez fortement sous influence, je dirais, de la région parisienne. Voilà, donc au plus au nord, effectivement, on trouve l'agglomération de Crèze et un peu plus à l'est, donc Senlis et la communauté de communes de Senlis-Sud-Ouest. Voilà, donc c'est plutôt une communauté, un territoire, on va dire essentiellement, voilà, plutôt périurbain, donc avec un pôle principal urbain composé de 30 000 habitants à peu près, dont les communes principales sont Chantilly, Gouvieux et La Morlaix. Et ensuite, on a des bourgs à peu près entre 2000 et 5000 habitants qui constituent, on va dire, les communes satellites de ce pôle, et notamment les parties plus à l'est, sud-est de la communauté de communes. Donc, peut-être pour vous présenter. Alors, voilà, alors, je vais revenir sur la carte, excusez-moi la molette. Voilà, donc voilà, le territoire se présente comme ça. Donc le pôle principal à cet endroit. Alors je donne tous ces éléments-là parce que c'est important de connaître un petit peu le territoire, parce que ça va déterminer un peu la stratégie, voilà, la politique cyclable, quoi, de manière générale, la mobilité, et notamment autour de la politique cyclable. Donc, effectivement, on n'est pas en milieu hyper urbain, donc effectivement, il faut on s'adapte un peu, on va dire, au contexte qui est surtout alors assez périurbain, voire rural sur les parties sud-est de la collectivité. On est quand même, voilà, on est un territoire quand même assez privilégié, avec pas mal d'espaces naturels, notamment la forêt de Chantilly, donc pas mal d'espaces boisés et notamment des fonds de vallée humides, notamment donc là on est sur la Tève, et puis au nord la Nonette qui se déverse toutes les deux dans l'Oise. Donc avec quand même un plateau assez général, et puis je dirais des reliefs quand même assez importants, creusés justement ce qui est une donnée quand même assez importante justement pour intégrer cette politique cyclable. Donc globalement, sur la desserte du territoire, on est situé sur l'axe ferroviaire Paris-Amiens. Donc c'est vraiment en termes de réseau, d'offres de services, on est plutôt sur du TER régional et notamment du RERD jusqu'à Ory-la-Ville. Et donc on a une gare sur Ory-la-Ville, et la gare principale est plutôt à Chantilly-Gouvieux.
qui sera desservi à terme justement par le TER Roissy-Picardie, donc on va dire le futur réseau qui va pouvoir permettre justement de se rendre sur l'aéroport de Roissy, voilà, en à peu près 16 minutes de gare à gare à terme. Voilà. Et une autre gare qui est plutôt située dans le Val d'Oise au niveau de Survilliers-Fosse, à ce niveau-là, qui elle, c'est pareil, sera desservie par ce futur service. Donc c'est quand même un enjeu important justement pour le territoire et notamment pour ce secteur-là qui plutôt son bassin de vie est plutôt orienté sur ce secteur-là. Voilà. Donc sur l'activité, c'est vrai qu'on a un certain nombre d'actifs, notre plutôt cadre supérieur, qui travaillent essentiellement sur les zones d'emploi de l'agglomération parisienne. Pour autant, il y a quand même une activité économique qui est aussi surtout résidentielle, mais également une filière plutôt autour du tourisme et notamment de l'activité cheval, donc surtout les courses hippiques. Voilà. Un petit mot sur la communauté de communes, donc pour vous expliquer en termes d'intervention sur les mobilités. Donc clairement, avant on va dire, la communauté de communes a une compétence piste cyclable dite intercommunale. Donc qui lui permettait justement de développer déjà un certain nombre d'aménagements. Voilà, donc effectivement, comme les interventions des collectivités sont cadrées justement par des compétences soit obligatoires ou soit optionnelles ou facultatives, celle-là était une compétence facultative, mais c'est ça qui montrait que déjà une volonté quand même de développer un certain nombre de choses sur le vélo, en tout cas sur les aménagements. Sur ce qui a donné lieu, on va dire, dans un premier temps, en tout cas un premier schéma directeur cyclable entre 2011 qui couvrait la période 2011-2017, donc plutôt orienté sur des voies vertes, mis aussi en lien avec les activités touristiques et l'usage quotidien quand même. Excusez-moi, parce que du coup là, voilà. Toutefois, ce schéma avait été réalisé dans le cadre d'une autre structure beaucoup plus large que la communauté de communes dans le pays du sud de l'Oise. Donc le maillage, je dirais, des aménagements était beaucoup plus large que le maillage actuel réfléchi à l'échelle de la communauté de communes. Et donc une compétence aménagement de l'espace qui permettait justement, en tout cas qui était inscrit dans les statuts, justement à la réalisation d'un plan de déplacement urbain. Et tout récemment, avec on va dire l'évolution législative récente de la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, qui demandait aux collectivités de notre strate justement de se positionner pour ce qu'on appelle la prise de compétence mobilité. Donc on l'a pris, on a délibéré le 30 mars dernier, et donc on est compétent, on va dire, depuis le 1er juillet. Donc c'est vraiment une compétence qui traite de manière générale les mobilités, autant sur la partie transport en commun, je dirais plutôt classique, et que ce soit des lignes régulières ou le transport à la demande, mais également les services associés, on va dire, au vélo, et notamment tout ce qui est voiture, tout ce qui est les services associés à l'utilisation de la voiture partagée. Voilà. Donc c'est vrai que cette loi a voulu étendre, on va dire, le champ des possibles justement pour les collectivités de manière générale, justement, sortir un peu du carcan infrastructure et aller plutôt sur les services. Donc c'est pour ça je vais vous présenter un peu la stratégie globale de mobilité. C'est pour ça qu'elle avait été élaborée avant la promulgation de cette loi. Donc c'est pour ça qu'il était tout naturel qu'on aille sur une prise de compétence pour développer notre programme d'action. Donc là, avant de parler strictement vélo, effectivement, on a une stratégie plus globale en matière de stratégie territoriale sur les mobilités. En fait, la collectivité a rejoint une réflexion qui a été initiée à l'échelle de 6 EPCI du sud de l'Oise, donc qui représentait un bassin de vie d'à peu près de 250 000 habitants, dans une réflexion qui s'appelle communément ici aujourd'hui le plan de déplacement mutualisé. Donc qui traite, on va dire, de l'ensemble des mobilités. On a rejoint ce groupe de rêve, en tout cas ces collectivités. En tout cas, à l'origine, effectivement, c'est plutôt les collectivités autour de l'agglomération de Creil qui avait une obligation d'élaborer un plan de déplacement urbain. Donc ils nous ont proposé justement dans une logique pour s'affranchir un petit peu des limites administratives, justement de réfléchir, on va dire, à 6 EPCI, donc comprenant plutôt l'est un peu du territoire, notamment je pense à Senlis-Sud-Oise et puis les pays d'Oise et d'Alat, et un peu plus au nord de Creil, notamment le Clermontois.
Donc ce plan de mutualité qui est décliné pour chaque aussi, il y a une coordination à l'échelle du sud de l'Oise, mais il y a une déclinaison en programme pour chaque EPCI. Donc elle définit pour chaque EPCI la stratégie territoriale à l'horizon 2030. Donc cette stratégie qui a été validée en février 2020, un peu avant le renouvellement des assemblées délibérantes des élections municipales, et notamment un programme d'action donc qui fixe un peu les différentes actions justement qui, en matière de transport en commun, de développement du vélo et notamment des services associés. Donc concrètement, là à droite, vous voyez les objectifs en matière de part modale. Donc là, on voit qu'il y a une intensification sur le transport en commun, mais également un souhait de développer le vélo à hauteur de 5% des parts modales en 2030. Alors ça, ce sont des chiffres, on partait de presque moins d'1%. Ce sont des chiffres qui datent, on va dire, qui ont été fixés en 2019, mais sur la base d'un diagnostic qui a été réalisé en 2018. Alors, ceci dit, effectivement, la crise sanitaire a un peu changé la donne. Donc peut-être que bon, on est resté sur ces 5%, mais peut-être qu'on peut peut-être pousser un peu plus, voilà, par rapport, on va dire, à l'actualité récente et notamment, on va dire, le développement de l'IAO. Voilà. Donc tout ça, de manière générale, pour réduire, on va dire, la place de la voiture, parce qu'on est quand même sur on va dire, une utilisation assez majoritaire, hein, donc on est à l'échelle de 50%, et notamment pour aussi, dans l'absolu aussi, répondre aux enjeux justement de lutte contre le changement climatique, parce que parallèlement à ça, on a également élaboré un plan climat-énergie territorial. C'est on va dire, un programme qui est un exercice un peu réglementaire demandé en tout cas aux collectivités de plus de 20 000 habitants en France, justement, d'élaborer une stratégie territoriale en matière de réduction, de lutte contre le changement climatique, de réduction des gaz à effet de serre, et notamment de consommation d'énergie, puis de développement des énergies non renouvelables dans tous les secteurs, je dirais, de l'activité. Donc c'est pour ça qu'on prend en compte également cette dimension-là. Et même si le scénario est orienté, on va dire, essentiellement à la base sur les déplacements domicile-travail en priorité par rapport à notre configuration et notre, je dirais, notre connexion avec la région Île-de-France en matière de développement de l'emploi, il reste quand même, voilà, il y a quand même un certain nombre de déplacements, on va dire, non contraints, donc autour de tout ce qui est loisirs, achats et tout ça, qui sont un nombre assez important et sur lequel on travaille également. Donc ce plan de déplacement mutualisé, donc, qui a également donc forcément son volet vélo, donc avec une place importante dans la stratégie globale. Voilà. Alors, on a plutôt, dans le cadre justement des domiciles de travail, j'expliquais qu'on avait 2 gares principales, même voire une troisième, on va dire, en limite de territoire. Donc c'est vrai qu'on a un peu orienté ce volet vélo plutôt en intermodalité entre le train, qui est quand même un train bien utilisé quand même de manière générale par rapport au reste du sud de l'Oise, de par la desserte et la proximité, je dirais, le temps de trajet par rapport à la région parisienne. D'autant plus que ça va se développer, on espère, avec un report modal avec l'arrivée du TER Roissy-Picardie, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les conditions d'accès en transport en commun depuis le sud de l'Oise sont très compliquées. Donc, néanmoins, cette infrastructure va développer davantage, justement, on va dire, des rabattements sur les gares concernées et pour pas accentuer, on va dire, les nuisances générées justement sur les heures de pointe aujourd'hui le matin. L'idée, c'était de développer des rabattements autour, on va dire, des mobilités alternatives à la voiture, y compris le vélo. Voilà. Donc proprement dit, pour la politique cyclable, donc le volet, on part quand même voilà, d'une réflexion donc issue du plan de déplacement mutualisé, mais également à travers aussi la concertation, parce que le plan de déplacement mutualisé, c'est avant tout un projet de territoire qui est partagé, donc c'est piloté bien sûr par les collectivités territoriales, mais également c'est un projet partagé avec l'ensemble des acteurs socio-économiques. Et particulièrement sur le vélo, effectivement, on avait quand même des représentants des usages du vélo. Donc, on a une association quand même très active sur notre secteur, donc pour la nommer la U5V, et notamment d'autres associations en lien avec l'environnement et la transition écologique.
Concrètement, alors la réflexion, elle s'est bâtie à travers justement ces échanges-là, mais également une concertation auprès du grand public avec tout simplement un questionnaire en ligne au moment justement de l'élaboration de la définition du PDM et de la politique cyclable. Et donc du coup, on part justement sur des données. Donc il y a un chiffre qui est ressorti de cette étude, et notamment lors d'un séminaire de restitution auprès des élus. Il y a eu quand même mis en avant cet aspect-là, quand 38% des déplacements en voiture individuelle font moins de 2 km. C'est quelque chose qui quand même a tapé dans l'esprit des élus. Et donc, on a quand même un potentiel de report modal assez important. Néanmoins, ce n'est pas forcément c'est pas tout de le dire, et puis je dirais, c'est pas forcément suffisant dans la mesure, effectivement, on a dans les concertations un certain nombre je dirais, d'acteurs nous ont souvent cité nous cité la problématique de la sécurisation des itinéraires. D'ailleurs, voilà, dans l'ensemble des consultations, que ce soit dans le cadre du plan climat-énergie territorial ou du PDM, nous faisait remonter un besoin quand même assez important justement d'aménagement cyclable sur l'ensemble du territoire. Même si une partie a déjà bénéficié, je dirais, d'aménagement dans le cadre des précédents schémas directeurs, il reste quand même un certain nombre de choses à réaliser. Et notamment sur la sécurisation, on en a parlé tout à l'heure du stationnement vélo, donc qui aujourd'hui voilà, est quand même, reste quand même on va dire un point faible justement sur notre territoire, et notamment sur le station, je dirais, longue durée, quoi, surtout à la journée, notamment autour des gares, qui n'est pas encore aujourd'hui satisfaisant. Même si concrètement, on a un service qui vient de s'ouvrir sur la gare d'Orly-les-Quoi, il reste encore pas mal de choses à faire. Il y a également cet aspect, donc tout à l'heure j'insistais un peu sur la caractérisation du territoire autour d'un espace périurbain avec je dirais, quand même un petit relief quand même qui peut être un frein au développement du vélo. Voilà, on a quand même des distances moyennes par jour et par habitant assez importantes du fait de cet espace un peu discontinu. Et notamment sur les. Donc du coup, c'est vrai que là, un des axes de cette politique-là, c'est aussi la promotion du VE. Donc c'est bien sûr le faire connaître et puis permettre peut-être aussi l'accessibilité à ce genre en tout cas de moyens d'utilisation de déplacement quotidien. Donc du coup, c'est vrai que c'était une réflexion qui avait été également retenue justement pour développer la politique cyclable. Donc la voiture et aussi un mode quand même qui reste le mode privilégié donc sur le territoire à hauteur de 59% de l'ensemble des déplacements, tout motif confondu. Et donc du coup, effectivement, il y a quand même un gros travail autour des changements de comportement. Et au-delà de ça, même si on a toutes les volontés du monde, effectivement, il faut quand même un accompagnement au changement, donc qui avait été évoqué par la DAF justement autour de tout ce qui est service vélo. Voilà, donc effectivement, c'est quelque chose assez important. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'effectivement, une fois qu'il y a des aménagements, il y a une corrélation avec le niveau de pratique, je dirais, le niveau de pratique du vélo. Ça y contribue, mais également aussi, je pense que la promotion du vélo en général ou du vélo en particulier avec des systèmes d'essai, ça permet justement peut-être de mettre, c'est le cas de dire, peut-être de mettre le pied à l'étrier. Hein. Voilà, c'est une image un peu autour du cheval parce qu'on est sur un territoire autour du cheval, mais du coup, voilà, pour certains, pour leur donner peut-être le goût, c'est autre chose. Donc c'est voilà, d'autant plus que c'est une source, comme je le disais tout à l'heure, une source de nuisance très importante autour des gares et en traversée de bourg, parce que ces gares ont aussi, je dirais si je puis dire, une zone de chalandise beaucoup plus large que la cantilienne. On a par exemple côté Senlis des rabattements sur les deux gares, dans la mesure effectivement ce territoire a une gare routière, mais pas de service offre ferroviaire. Donc effectivement, il y a un grand rabattement. Donc il y a des flux quand même assez importants sur les heures de pointe. Donc c'est quelque chose. Le vélo peut contribuer à améliorer les conditions d'accès et notamment en lien, voilà, en lien avec justement l'intermodalité train-vélo. Par contre, c'est vrai que cette étude a été réalisée, on va dire, voilà, on va dire entre 2018 et 2019, validée, on va dire début février, en février 2020. La crise a quand même, on va dire, bouleversé un certain nombre de comportements. On le voit bien sur les parkings de gare où
il y avait un taux de remplissage avant assez important, voire des listes d'attente. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc, il y avait un développement du télétravail parce que on est quand même on va dire un secteur quand même assez privilégié avec pas mal de cadres supérieurs qui travaillent sur les zones d'emploi de Paris, donc qui occupent des emplois fortement télétravaillables. Donc, on a peut-être des besoins peut-être plus réduits justement par rapport à ça. Néanmoins, peut-être que les distances, on a quand même des besoins. Il y a des maires qui nous interpellent sur le fait que beaucoup de personnes souhaitent quand même trouver des meilleures conditions pour télétravailler, notamment je pense au développement des tiers-lieux, ce genre de choses. On commence à avoir des opérateurs qui s'intéressent à nos territoires par rapport à ça, d'autant plus que voilà, le vélo peut être avoir un rôle dans la mesure, effectivement, si on a un rapprochement entre le lieu de télétravail et la résidence, ça peut aussi également être un facteur de développement aussi du vélo sur des distances courtes distances. Voilà, alors pour illustrer un peu les différents... alors excusez-moi, la molette n'est pas très sensible. Alors pour illustrer les différents axes... Thierry, si je peux me permettre d'accélérer un tout petit peu pour qu'on je vais tienne dans les délais. Merci. Il n'y a pas de souci. Pour illustrer un peu la politique cyclable, notamment les axes, donc tout ce qui était adapté pour apporter de l'espace. Donc effectivement, on est en cours de finalisation du schéma directeur intercommunal des itinéraires cyclables, donc avec un accompagnement, j'en ai pas parlé, mais un acteur assez important. Donc pour nous, le PNR Oise Pays de France, qui dans le cadre de la charte révisée du pays, nous a en tout cas proposé de nous accompagner dans l'élaboration de ce schéma. Donc concrètement, c'est vraiment définir les besoins en itinéraire. Donc on a travaillé à l'identification des pôles générateurs de déplacement, même si on avait travaillé déjà à l'échelle du PDM. Mais du coup, l'idée, c'était vraiment d'identifier les besoins en fonction de ces pôles générateurs et émetteurs de déplacement. Et bien sûr, ensuite, choisir, hiérarchiser les itinéraires et ensuite programmer en faisant des propositions ce qu'on appelle pré-opérationnelles avec concrètement des aménagements de toutes sortes. Donc on raisonne plutôt en itinéraire avec des tronçons et puis sortir un peu du carcan piste cyclable bidirectionnelle et en jouant sur l'ensemble des palettes justement de propositions d'aménagement. Voilà, donc autour de tout ce qui est de la modification des comportements et accompagnement au changement, il y a un projet de maison du vélo en gare de Chantilly-Gouvieux, donc initialement qui était porté par la commune de Chantilly. Donc le principe, c'était justement d'accueillir un certain nombre de services relatifs à l'usage du vélo, donc autour bien sûr des services de réparation, marquage bicicole justement par rapport à la sécurisation des vélos et voilà, donc pour retrouver éventuellement après malheureusement un vol, faire des investigations pour retrouver les vélos. Et notamment, alors effectivement, ce serait un lieu fixe, mais avec des permanences et puis notamment un développement, un maillage autour dans les bourgs et villages de ces genres de services. Voilà, adapté, on va dire, avec des fréquences adaptées. Et notamment, on en a parlé tout à l'heure du conseil d'information vélo-école, parce que c'est vrai que l'idée, c'était d'accompagner les personnes aussi qui ne savaient pas forcément faire du vélo ou un besoin de remise en selle, et le déploiement du SRAV. Donc le Servas roule à vélo, qui est la sensibilisation, le programme d'apprentissage vélo dans les écoles. Bien sûr, on a initié, nous, c'était notre première édition, l'opération Grand Amélo. Donc en initiant un peu des challenges via l'application GeoVélo, en créant une communauté cycliste notamment, et puis en lançant un peu des challenges. Voilà, le principe, c'était on a tout simplement proposé aux citoyens de participer à un challenge qui consistait à faire le plus de kilomètres possible sur le mois de mai et le mois de juin, de manière à pouvoir développer, leur faire connaître un peu le vélo, et notamment avec l'ensemble, je dirais, des acteurs du territoire, que ce soit le PNR, l'association de la U5V ou les associations comme Courant Transition, proposer justement des animations découvertes autour de vélo, que ce soit les balades ou des manifestations, notamment tout ce qui était on va dire brocante autour tout ce qui est vélo, échange de vélo
vélos d'occasion. Voilà. Et prochainement, là, on initie depuis chaque année. Alors, on n'a pas pu faire l'édition en 2020. On avait fait une première édition en 2030, mais dans le forum de la transition écologique qu'on a mis, alors qui parle de transition écologique au sens large. Mais la promotion du vélo avait toute sa place déjà dans la première édition, et la prochaine édition aurait édite un certain nombre de choses, notamment autour de l'essai de VAE, avec des partenaires comme le PNR, la U5V et Bobby Bike. Bobby Bike qui est un opérateur local qui propose de la location VAE, alors qui travaille beaucoup avec la clientèle touristique, mais pas que. Donc voilà, qui est un des acteurs qui contribue justement à cette politique-là. Et les atterrissations bien sûr avec la U5V justement, par exemple, pour faire découvrir tous ces services à la population, et de manière à développer davantage après par la suite. Donc voilà, je crois que j'en ai. Alors j'ai presque terminé. On a une opération en cours aujourd'hui, en ce moment, sur la promotion du VAE. Donc on travaille avec Keolis, qui est titulaire des contrats de transport sur les services existants aujourd'hui, qui nous a proposé cette solution. Alors, en termes de promotion, concrètement, on fait de la location gratuite actuellement sur du VAE sur la période septembre-octobre, pour faire connaître davantage, on va dire, ça préfigurera peut-être un service de location longue durée sur lequel voilà, on est en train de travailler et qu'on envisageait de développer on va dire en 2022. Et puis de manière générale, hein, je parlais beaucoup d'intermodalité avec le train. On a voilà, toute la politique cyclable, c'est on va dire connecté, on va dire, avec l'ensemble. Alors je suis désolé, la molette n'est pas super sensible. Avec des opérations, notamment des opérations de pôle d'échange multimodal de la gare de Chantilly-Gouvieux et d'Oricois, donc qui intègre, on va dire, cette politique, que ce soit sur la desserte ou le stationnement. Et notamment dans le plan de déplacement mutualisé, il est prévu notamment des points intermodaux sur un maillage beaucoup plus fin au niveau des bourgs et villages, avec la mise en place d'aires de mobilité rurale, dont le principe est justement un accès de proximité, on va dire, à des services de mobilité, y compris avec un rabattement soit à pied ou à vélo. Donc avec je dirais, tous les services qui vont bien pour le stationnement et ce genre. Voilà, je m'arrête là pour pas pour rester dans les temps.